TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la loi sur la déclaration des biens et avoirs relue, revue et adoptée à l'unanimité par les députés ce jeudi. De nouvelles modalités ont été introduites, lesquelles précisément nous le verrons en début de journal. À suivre également dans l'actualité ce soir, la journée de l'enfant africain célébrée hier avec une attention particulière pour tous ces enfants à risque ou en conflit avec la loi. Le Bureau international catholique de protection de l'enfance vient d'éditer un guide à leur intention. Antoinette Omao-Vavor s'est aussi intéressée à leur sort. Ce sera le grand format de cette édition. C'est l'événement en Côte d'Ivoire, en Afrique, le retour ce jeudi chez lui de Laurent Gbagbo, liesse populaire à l'arrivée à Abidjan en début de soirée de l'ancien président ivoirien qui foule là le sol natal 10 ans après, incarcéré, vous le savez, puis acquitté par la CPI. Et puis, c'est autre hommage, cette fois-ci, à Feu Ampa Johnson, hommage du monde universitaire qui, je cite, a perdu un grand homme accompli et dense. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Une édition que nous ouvrons d'abord par ce décret portant nomination de préfet. Décret donc du président de la République. Article 1er, Madame Amouzou Bleoussi Ablavi Metokeo, docteur en sociologie de développement, précédemment préfet d'Agou, est nommé préfet de Pelé. Article 2. Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise, décret signé par le président de la République, Foreso Zimna Gnassingbé. Direction, maintenant, je vous le disais tout à l'heure dans les titres, l'Assemblée nationale et ce coup de neuf redonné à la loi sur la déclaration des biens et des avoirs chez nous, au Togo. Ça concerne, vous le savez, les hautes personnalités, les hauts fonctionnaires, les agents publics. La loi réaménagée a été adoptée ce jeudi à l'unanimité. Alors, qu'est-ce qui change ? Comment faire désormais sa déclaration? C'est à partir de combien, de quelle valeur doit-on déclarer ces biens? Des questions auxquelles nous répondrons tout à l'heure dans le sujet en préparation et sur lequel nous reviendrons dans le courant de cette édition. Et l'autre modification apportée donc à cette loi, une nouveauté là aussi, les biens et avoirs seront déclarés auprès de la Cour constitutionnelle et du médiateur de la République ou de ses délégués. Nous reviendrons, je vous le disais, sur le sujet tout à l'heure. La CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, d'ici à 5 ans, l'institution va travailler autrement. Elle vient d'adopter un plan stratégique sur la période 2021-2025, un plan approuvé par ses partenaires. Dynamisme et performance vont caractériser la nouvelle méthode de travail de la CNDH. À l'ouverture des travaux ce matin, Clarisse Atticlet. C'est ce document qui va donner un souffle nouveau aux activités de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Un plan stratégique qui va compter pour les 5 prochaines années. En son sein, l'organigramme et l'organisation de la CNDH sont revus. Le cadre juridique et partenarial sont également renforcés. Avantage pour les victimes de violations des droits de l'homme, obtenir rapidement réparation. La Commission nationale des droits de l'homme, qui est la cheville ouvrière en matière de droits de l'homme, conformément aux principes de Paris, ne dispose pas suffisamment de capacités opérationnelles lui permettant de mener à bien son mandat. Le besoin s'est donc fait sentir d'élaborer un plan stratégique afin de rendre la CNDH plus performante et de la faire émerger comme leader dans le domaine des droits de l'homme au Togo. C'est le point de départ du cycle de gestion axé sur les résultats et l'institution met tout en œuvre afin d'accomplir ses missions et préserver ses valeurs. Le Togo a enregistré ces dernières années beaucoup d'avancées en matière des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie. Entre autres,
le mécanisme de prévention de la torture et autres traitements inhumains et dégradants qui est désormais arrimé à la CNDH. Ceci conforte le PNUD, partenaire privilégié de la Commission, dans son appui. Pour nous, en matière de promotion des droits de l'homme, en plus des institutions nationales et de la société civile, la CNDH occupe une place centrale dans la promotion, la défense, la protection de tous les droits de l'homme, civils, politiques, sociaux, économiques, culturels, y compris le droit au développement. Elle représente un pilier incontournable et la pierre angulaire, j'allais dire, dans la construction d'un état de droit et dans la sauvegarde de l'ensemble des valeurs inhérentes à la personne humaine. C'est dans ce sens que se situe l'action collective pour accompagner la Commission et cela démontre toute l'importance que nous attachons à cette rencontre. Le plan stratégique de la CNDH reçoit ici le quitus des acteurs de sa mise en œuvre. Il est assorti d'un mécanisme de suivi-évaluation. À la fin du cycle, la performance de la CNDH sera jaugée. Un retour tout de même encore sur la question avec ce nouveau plan stratégique. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans la méthode de travail de la CNDH pour les 5 prochaines années et pour quel objectif? Les éclairages, Clarisse Aticlé. Depuis sa création le 9 juin 1987, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a connu quelques difficultés dans l'exercice de sa mission, celle de promouvoir, protéger et vérifier les droits de l'homme au Togo. Aujourd'hui, la CNDH s'engage à corriger les dysfonctionnements constatés à travers son premier plan stratégique 2021 à 2025. Une attention particulière sera portée sur les milieux carcéraux sur l'ensemble du territoire. Nous visitons régulièrement les lieux de privation de liberté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous essayons de voir si les conditions de détention sont conformes aux standards internationaux auxquels le Togo a adhéré. Donc, par exemple, nous vérifions les principes de la séparation. Les hommes, des femmes et des enfants. On ne peut pas les mettre ensemble. Si on arrive dans un lieu de détention et qu'on voit des mineurs avec les adultes, il y a un problème que nous signalons tout de suite à l'autorité pour dire non, stop, ça, il faut arrêter ça. Si on voit des femmes ensemble avec des hommes, il y a un problème. Nous signalons ça tout de suite pour faire cesser cette situation-là. Et puis nous voyons d'autres aspects, la santé, l'alimentation, le contact avec l'extérieur. Ce n'est pas parce que vous êtes en prison que vous n'avez plus le droit de parler à vos proches. Donc, il y a ces grands axes-là que nous vérifions pour voir si tout est bien fait. Et à la fin, nous faisons des recommandations. D'abord à l'autorité de la prison et après à ses supérieurs, le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité, ainsi de suite, pour pouvoir faire des propositions pour améliorer. La finalité de tout ça, c'est pour améliorer les conditions de détention. Tout ceci est rendu possible grâce au MNP, Mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, dont la mission est confiée à la CNDH. La loi autorise en outre la Commission à opérer des visites inopinées dans tout autre lieu de privation de liberté, par exemple les camps de prière. Un centre de prière où, estimant que vous êtes possédé, on vous retient, vous êtes enchaîné sous un arbre, sous la pluie, sous le soleil, ça pose un problème. La CNDH a compétence d'intervenir pour faire changer les choses. Garante des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CNDH s'engage pour l'avenir à sensibiliser les populations pour les amener à revendiquer leurs droits lorsqu'ils sont bafoués. Elle va les aider à obtenir rapidement réparation en cas de violation de leurs droits. Elle va également renforcer le respect des droits de l'homme en période électorale et de crise. C'est donc une CNDH beaucoup plus performante, plus efficace et plus proche des citoyens qui se projettent. Justice pure et dure à la barre ce jeudi aux assises de la cour d'appel de Kara. Une affaire d'assassinat, un crime commis à Tchamba dans la préfecture du même nom. Les faits remontent à juin 2017. Que s'est-il passé? Le récit de Nestor Mouchou. Kabran Kassim Assili, né en 1991 à Namba, préfecture de Tchamba, et Binyang Sikiru Kodjo, né en 1999 également à Namba, ont comparu accusés d'assassinat.
Le 6 juin 2017, Mme Senade Ablavi, cultivatrice et tenancière d'une petite épicerie, revenait du champ avec une sarcelle contenant son argent nouée autour de la taille. Chemin faisant, en compagnie de Mme Adjawilou Nana, un coup de feu venant d'une direction inconnue retentit. Les projectiles l'atteignent mortellement. Adjawilou Nana s'enfuit vers le village pour annoncer la triste nouvelle. Pendant ce temps, les tireurs ont pu dépouiller la victime de son argent. Les recherches de la gendarmerie ont permis de mettre la main sur les nommés Kabran Kassim Assili et Binyang Sikirou Kodjo. En enquête préliminaire, Binyang Sikirou Kodjo nie toute implication dans l'assassinat de Mme Senade Ablavi, mais lors de l'interrogatoire récapitulatif, il revient sur ses déclarations précédentes en reconnaissant avoir participé à cet assassinat en faisant le guet et d'avoir récupéré la sarcelle contenant de l'argent. L'inculpé Kabran Kassim Assili, quant à lui, a reconnu les faits qui lui sont reprochés tant en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur. L'avocat général a requis une peine de 50 ans pour les deux accusés. L'article 167 de la nouvelle loi dispose que l'assassinat est le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. Mesdames, Messieurs les jurés, nous venons de voir que les faits reprochés aux accusés tombent pleinement sous le coup des textes de loi que nous venons de citer. En répression, vous allez les condamner à 50 ans de réclusion criminelle chacun. Le conseil de Kabran Kassim Assili et Binyang Kodjo Sikirou trouve le réquisitoire de l'avocat général implacable. Je crois, mesdames, messieurs les jurés, que nous sommes tous dotés de cœur. Passé le moment de l'émotion, passé le moment de la réprobation, lorsque vient le moment de réfléchir, la tête sur les épaules, pour comprendre, examiner avant de sanctionner, je pense qu'une peine de 50 ans de prison ne convient pas à ce cas d'espèce. La Cour a estimé que les accusés ne bénéficient pas de situations atténuantes et sur la base des articles 48, 49, 167 et 168 du nouveau code pénal, elle a condamné Kabran Kassim Assili et Binyang Kodjo Sikirou à 40 ans de prison ferme. Retour à l'Assemblée nationale où, je vous le disais tout à l'heure, les députés ont redonné un coup de neuf à la loi sur la déclaration des biens et avoirs chez nous au Togo. Ça concerne, vous le savez, les hautes personnalités, les hauts fonctionnaires, les agents publics. La loi réaménagée a été adoptée ce jeudi à l'unanimité. Alors, qu'est-ce qui change? Comment faire désormais sa déclaration? C'est à partir de combien, de quelle valeur doit-on déclarer son bien? Des questions, les réponses avec Marie-Ange Bida. Possibilité de déclarer en ligne les biens et avoirs, le taux plancher ou l'assiette qui était de 200 000 francs CFA, désormais modulé en fonction des biens et avoirs du déclaré. Voilà entre autres modifications que subit la loi organique numéro 2020-003 du 24 janvier 2020 fixant les conditions de déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics. Disposition proposée par le gouvernement et qui reçoit l'accord de la représentation nationale. La bonne gouvernance, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et notre gouvernement prend des initiatives novatrices pour permettre la matérialisation des engagements pris au plus haut sommet de l'État. C'est la volonté du gouvernement de voir aboutir ce projet titanesque qui touche des droits fondamentaux de tout citoyen, notamment la liberté de propriété et la confidentialité de la vie privée, pour ne citer que cela. Sur l'étude en commission, il y a des concessions qui ont été faites et je pense que c'est la marque de fabrique aujourd'hui du gouvernement avec lequel on travaille. Je remercie aussi le gouvernement pour les ajouts sur ce texte, notamment la simplification des procédures et la déclaration en ligne des biens. Nous nous réjouissons donc de ce que le gouvernement, étant à l'écoute de nos populations, veille à introduire de la souplesse et simplifier davantage les procédures. Je tiens encore une fois à féliciter le gouvernement sous l'impulsion de son Excellence M. Forest Nyazingbe, président de la République, pour sa permanente sollicitude à l'endroit des populations.
Le ministre des Droits de l'Homme, commissaire du gouvernement, venu présenter ce projet de loi donne les objectifs visés par ces modifications. Le premier objectif, c'est la simplification des procédures liées à la déclaration des biens et avoirs, parce que le champ et le choix que nous avons fait est d'élargir le nombre de déclarants de toutes catégories pour pouvoir assurer la bonne gouvernance dans notre pays. Le deuxième avantage vise à introduire la possibilité de faire une déclaration en ligne, et nous en avons abondamment discuté, et trouver les bonnes formules adaptées. Et la troisième, c'est de rationaliser les ressources humaines qui sont mises à contribution pour aboutir à cet exercice dans des délais très rapides. Avec l'adoption de cette loi, le gouvernement est aujourd'hui entièrement outillé pour passer à la mise en œuvre pratique des déclarations des biens et avoirs. Et sous votre contrôle, Madame le Président de l'Assemblée nationale, il me semble que nous pourrons très rapidement commencer à faire bientôt les premières déclarations de biens et avoirs. Permettez-moi donc de réitérer nos remerciements à l'ensemble des acteurs qui ont participé à cela, à vous-même, Madame la Présidente, à la Commission, aux partenaires, mais également à tous les acteurs extérieurs, le médiateur de la République, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption, qui ont également contribué et qui, tous les jours aujourd'hui, travaillent à ce que cette déclaration puisse être concrète. Je voudrais vous assurer, comme à son habitude, que sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement s'emploiera à faire un bon usage de cette loi qui vient d'être adoptée, dans le but de promouvoir une gestion vertueuse, transparente des ressources publiques pour le développement de notre pays. La relecture partielle de cette loi organique numéro 2020-003 du 24 janvier 2020 intervient un peu plus d'un an après son adoption. Selon la présidente de l'Assemblée nationale, Yaoua Digoli Tchegan, la modification de cette loi promeut l'éthique dans la gestion de la chose publique et redonne confiance aux Togolais vis-à-vis de leurs représentants. La présente loi régit la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics. Autre modification apportée également à cette loi, je vous le disais, et c'est là aussi une nouveauté, les biens et avoirs seront déclarés auprès de la Cour constitutionnelle du médiateur de la République ou de ses délégués. À signaler également dans l'actualité ce soir, la tournée régionale du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, tournée bouclée d'ailleurs samedi par Dapan, en toile de fond, la gestion de notre écosystème forestier. But de la tournée, sonner la mobilisation pour une meilleure couverture. À Dapan, la correspondance de Gérald Agoudou. La restauration de la couverture forestière interpelle toutes les couches socio-professionnelles pour l'épanouissement de la planète Terre et de ses habitants. Un sujet préoccupant à l'échelle mondiale et le gouvernement togolais appelle à une mobilisation autour du reboisement et de la lutte contre la déforestation. D'où cette rencontre régionale du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières avec les acteurs concernés dans les savanes. À l'instar des autres pays, le Togo est confronté à la déforestation, aux abattages illicites, à la destruction des forêts sacrées et des mangroves et à l'occupation anarchique des forêts étatiques. Il urge de mobiliser l'ensemble des acteurs pour inverser la tendance actuelle d'ici 2025. Cette ambition du gouvernement clairement exprimée dans la feuille de route assignée au ministère de l'Environnement par Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, ne peut connaître une réussite que si vous, élus locaux, préfets, députés, vous êtes fortement impliqués. Et sur place, deux importantes communications ont été faites. La situation forestière au Togo, enjeux et défis à relever, puis la problématique de la gestion des ressources forestières. Très souvent, on dit il fait maintenant très chaud. Tout ça là, c'est les conséquences de la déforestation. Si nous nous mobilisons, d'ici 10 ans, le Togo, qui n'est pas un pays forestier, va devenir un pays forestier, avec environ 35% de couverture forestière.
Les différentes préfectures de la région des Savanes et les structures déconcentrées sont appelées à intensifier la sensibilisation au sein de leurs communautés respectives pour faire de cette ambition du chef de l'État une réalité au Togo, celle de 10 millions de nouveaux plants par an. Notre deuxième titre ce soir, la journée de l'enfant africain, célébrée hier. Journée marquée chez nous par le lancement ce jeudi d'un guide à usage des enfants. Le contenu, le message essentiel, Solange Amandé Yataratem. Des guides, des posters de sensibilisation qui véhiculent des messages. Approche réparatrice de la justice pour enfants, prévention de la délinquance juvénile et une meilleure réinsertion durable des enfants. Des outils qui répondent à un seul objectif que s'est assigné le Bureau national catholique de l'enfance du Togo. Faire comprendre aux enfants, parents et aux communautés leur rôle et responsabilité vis-à-vis de la justice juvénile. Nous avons présenté ce qu'est le développement de l'enfant. Quand l'enfant naît, comment il grandit, les différentes étapes de son développement. Parce que certains parents ne maîtrisent pas ça. Et l'enfant lui-même, quand il grandit, ne sait pas ce qu'il y arrive. Nous avons parlé aussi des valeurs. Les valeurs humaines, les valeurs que la société pour faire. Après, nous avons parlé des différentes infractions et les peines. Nous avons parlé aussi du rôle des juges pour mineurs. Nous avons parlé du rôle des maisons d'écoute et des centres d'écoute. Parce qu'aujourd'hui, l'État a mis en place ces maisons d'écoute un peu partout. C'est une démarche d'éveil des consciences. Accompagner les enfants à risque ou en conflit avec la loi pour un environnement social sans violence. Le travail que le Bureau national catholique pour l'enfance est en train d'effectuer en ce moment rentre effectivement dans le fonctionnement et l'opérationnalisation de ce que le ministère de la Justice et de la Législation a fait à travers le projet d'amélioration de l'accès à la justice pour les enfants au Togo. Mon appréciation ne peut être que positive. Et le BNCE ne l'avait pas fait de façon isolée. Le BNCE a consulter toutes les institutions, tous les ministères concernés par la question de l'enfant, à savoir le ministère de la Sécurité, le ministère de la Justice, qui prend des décisions à travers dans ces juridictions, et le ministère de l'Action sociale, chargé d'apporter des formes de réintégration et de réinsertion de ces enfants dans la vie normale. Lutter davantage pour un meilleur devenir de l'enfant, cela devrait être une priorité. Le Bureau national catholique de l'enfance du Togo compte en tout cas œuvrer au quotidien pour que cela soit une réalité partagée par tous. Et ces enfants à risque ou en conflit avec la loi, on les voit partout, ça court nos rues, nos marchés. Des enfants contraints de se débrouiller, un peu laissés à eux-mêmes. Comment arrivent-ils dans la rue? Comment s'en sortent-ils? Antoinette Omovovor s'est intéressée à leur sort. Voici son reportage. C'est le grand format de cette édition. On les voit souvent à la plage, au grand marché ou encore au feu tricolore. Les enfants de rue, comme on les appelle. Pas de connexion avec leurs parents. Ils se sont fait élire domicile dans la rue. Roland, âgé de 16 ans, est l'un d'eux. Il survit aujourd'hui grâce à la collecte de sachets de Pure Water qu'il ramasse pour revendre. Son rêve, devenir footballeur. J'étais chez mes parents à Afagnan. J'aidais mon grand frère dans son champ à l'insu de notre père. Le connaissant, il allait me faire du mal s'il me retrouvait. C'est pour cela que j'ai fui. Je veux retourner chez mes parents, mais pour l'instant, je cherche les moyens financiers. Tout comme Roland, le jeune Edem, Benjamin d'une famille de 5 enfants et d'un père inconnu, rêve de devenir ingénieur, médecin ou architecte. Il avait quitté la maison pour la rue à l'âge de 5 ans. 2 ans après, il a été récupéré par l'ONG Ange. Aujourd'hui, il a 15 ans et est en classe de 4e. Ma mère, tout simplement, elle m'a laissé à la maison et puis quelques jours, elle n'est plus de retour. Également, comme tu n'as pas trouvé à manger, et j'ai décidé de sortir. En sortant, j'ai rencontré un de mes amis, au moins plus âgé que moi, à l'âge de 7 ans.
Et puis, on s'est discuté que c'est comme ça. Et puis, directement, il m'a mené à la plage. Nous avons marché à Bagdad pour Orlando. C'était comme ça. Depuis 20 ans, l'ONG Les Amis pour une nouvelle génération des enfants anges s'applique à apporter un mieux-être, un meilleur avenir à ses enfants. De la rue à l'ONG, c'est tout un processus. Nous allons à leur rencontre d'abord pour une mise en confiance. Nous mettons d'abord les enfants en confiance en faisant des jeux socio-éducatifs et de loisirs. À la suite de ces jeux-là, et quand la confiance naît, alors nous nous mettons à leurs écoutes. Et dans l'écoute, les enfants, nous les amenons à raconter leurs histoires de vie, leur passé. C'est-à-dire ce qui les a amenés à quitter la maison pour la rue. Et quand les enfants, avec cette confiance, ont raconté tout ce qui les a amenés dans la rue, et c'est là que nous élaborons ce que nous appelons le plan d'action. Une fois récupérés dans la rue, l'ONG Ange travaille à les réintégrer à la société. Rétablir par exemple le lien avec les parents. Souvent, c'est des enfants qui sont considérés comme des enfants problèmes pour des familles, qui sont taxés de sorciers, qui sont taxés de voleurs, qui sont taxés de délinquants. Et donc, c'est difficile souvent pour les parents d'accepter leurs propres enfants. Donc, le travail de Ange consiste à travailler avec ses parents, à les conscientiser et à les responsabiliser afin que le travail se fasse entre les éducateurs de l'ONG Ange et ses parents-là. De la rue à l'ONG Ange, Eugène est aujourd'hui un excellent coiffeur. De quoi subvenir à ses besoins. C'est lui aujourd'hui qui coiffe tous les enfants du centre. Comme les rumeurs, bon, ouais, je ne vais plus. J'étais dans la rue, mais grâce à l'ONG Ange, j'ai appris le métier de coiffeur. Et je suis aujourd'hui dans l'atelier de l'un des enfants recueillis de la rue par l'ONG qui est en Europe présentement. Je supplierai mes autres camarades qui sont encore dans la rue d'apprendre un métier pour s'en sortir. Rien n'est important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité, disait déjà Feu Kofi Annan. Des mots qui résonnent encore très fort aujourd'hui, comme pour dire aux parents, prenez bien soin de vos enfants. Et voilà donc, enfants de rue, défi de survie, un reportage de Antoinette Omao Vovor. Il est 20h28 à l'étranger, vous vous en doutez, c'est la Côte d'Ivoire. Et un homme, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien acquitté par la CPI, est de retour chez lui, à Abidjan, ce jeudi après-midi, après 10 ans d'absence, incarcéré à La Haye. Jour historique, retour triomphal. Les partisans de l'ancien président ne boudent pas leur qualificatif exprimé haut et fort dans un accueil populaire à l'homme de Gagnois. Vous voyez là donc les images de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Mais qui est Laurent Gbagbo? De l'opposant au président, au prisonnier, le parcours de cet homme. Regardez ce sujet. Laurent Gbagbo, c'est d'abord l'histoire de décennies d'opposition à Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance ivoirienne. Né en 1945 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire au sein d'une famille catholique et modeste de la minorité bété, il s'engage dès son jeune âge dans le syndicalisme. Après son doctorat en histoire, ce social-démocrate crée son parti en 1982 dans la clandestinité. Le Front populaire ivoirien n'est autorisé qu'en 1990, après 6 ans d'exil en France de Laurent Gbagbo. La démocratie pluraliste est un passage obligé. Parce que dans un parti unique, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a ni contrôle syndical, ni contrôle parlementaire, ni contrôle institutionnel. Toujours en 1990, l'opposant se présente à l'élection présidentielle. Vous avez à choisir entre le passé et l'avenir. Il ne la remporte pas, mais s'installe dans le paysage politique. La même année, il est élu député. 10 ans plus tard, en 2000, Laurent Gbagbo accède à la fonction suprême après un scrutin mouvementé, une participation faible. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Le mandat de Laurent Gbagbo est marqué par une crise politico-militaire qui scinde le pays en deux.
Dans le nord, des rebelles partisans d'Alassane Ouattara réclament le départ du président. L'élection présidentielle est repoussée à 6 reprises. En 2010, elle oppose finalement les deux rivaux, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Déclaré perdant par l'instance électorale reconnue par l'ONU, Laurent Gbagbo est donné vainqueur par le Conseil constitutionnel dirigé par l'un de ses proches. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. S'ensuivent des affrontements sanglants entre les deux camps qui font plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo est accusé par ses opposants d'avoir organisé une campagne de meurtre et de viol. Le 11 avril 2011, le président sortant est arrêté par les hommes d'Alassane Ouattara, aidés par les forces de l'ONU et l'armée française. En novembre 2011, Laurent Gbagbo est transféré à La Haye. Il devient le premier ancien chef d'État à être remis à la Cour pénale internationale. Jugé pour crimes contre l'humanité, l'ex-président passe plus de 7 ans en détention. Le 31 mars 2021, il est finalement acquitté faute de preuves. Une revanche sur l'histoire pour Laurent Gbagbo et ses partisans. Hommage ici aussi, mais cette fois à Feu Ampa Johnson, décédé le 11 avril dernier. Nous sommes là de retour chez nous au Togo. Hommage du monde universitaire qui, dit-il, a perdu, je cite, un grand homme accompli et dense. La cérémonie d'hommage cet après-midi à l'amphithéâtre qui immortalise d'ailleurs l'illustre recteur chancelier des universités publiques du Togo, Edem Sousoupo. Feu professeur Gabriel Ampa Johnson reçoit dans cet amphithéâtre, qui porte d'ailleurs son nom, les hommages dus à son rang. Anciens collaborateurs et étudiants des universités publiques du Togo saluent la mémoire de ce scientifique. Recteur fondateur de l'université de Lomé en 1970, chancelier des universités du Togo, l'illustre disparu était passé 2 fois à la tête de l'institution. De 1970 à 1985, puis de 1999 à 2003. Ceux qu'il appelle affectueusement maître s'inclinent devant sa mémoire. Au Togo, quand on parle des universités publiques, du moins, le professeur Gabriel Ampa Johnson est le père de ces universités. Il a été donc à l'origine de la création de l'université du Bénin et transformé à nos jours à l'université de Lomé. Et il était à la retraite quand on l'a rappelé pour la restructuration de nos universités et a permis la création de l'université de Kara. Donc nous tous, jeunes enseignants-chercheurs aujourd'hui, qui prenons la relève de l'enseignement supérieur, lui devons ce que nous sommes. Je l'ai connu en tant qu'étudiante d'abord. C'est un professeur hors pair. Hein. La première fois que je l'ai rencontré, moi j'étais un petit maître assistant et je suis rentré dans son bureau, il m'a dit « cher collègue ». Vous voyez ce grand homme-là qui vous dit « cher collègue », vraiment c'est un académicien, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherche à tirer tout le monde vers le haut. Il a été directeur du CENO, c'est-à-dire le Centre national des eaux universitaires en Côte d'Ivoire. Au Gabon, vous avez vu là le prix honoraire du Gabon, le PELF, c'est-à-dire l'organisation des universités entièrement, partiellement de langue française. C'était les gens qui étaient au début, c'était vraiment les pionniers. À 91 ans, Ampa Gabriel Johnson est père de 4 enfants. Il a laissé des empreintes indélébiles dans l'enseignement supérieur. Pour la famille, la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est de prendre soin de ses œuvres. La disparition de ce grand bâtisseur laisse un vide qu'il sera difficile de combler. Il a consacré sa vie à l'éducation des jeunesses togolaises et africaines et lui-même s'est affirmé comme une valeur sûre dans le domaine académique et scientifique. L'homme a été dense. Formé à l'université de Poitiers en France, il y était retourné en tant que professeur titulaire. Ce grand universitaire a contribué à la formation de l'élite togolaise et à la modernisation de l'université de Lomé. Au moins 10 de ces distinctions honorifiques sont ici exposées. Preuve de l'immensité de l'homme qui reposera samedi prochain dans son année natale.
Voilà, on en vient maintenant au sport, l'hebdomadaire rendez-vous avec Jean Kofi Ededi. Bonsoir Jean. Bonsoir Jason. Alors, on va parler donc du sport, d'abord des loisirs, loisirs partagés en conclave à Lomé. Les travaux ont démarré ce jeudi. Oui Jason, et au cœur donc des débats, la politique nationale des loisirs pour la prochaine décennie. Le document est soumis à l'approbation des concernés sous l'égide de la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi Kama. Compte rendu Sonia Amenipo au commentaire à Flim Johnson. Le Togo doit sortir des sentiers battus. Le pays s'y emploie activement depuis quelques années. La politique nationale des loisirs en est une illustration. C'est un document stratégique qui vient redynamiser le secteur en vue de sa promotion. Nous avons des plans sur le développement des loisirs concernant les partenaires, ceux qui exploitent les centres de loisirs. Nous avons aussi des projets à réaliser sur le plan national, création des espaces de loisirs pour la population, sauvegarder nos jeux traditionnels. À travers cette démarche, il est question de faire des loisirs une vitrine pour l'émergence du Togo. Et déjà, les premiers acteurs impliqués saluent l'initiative. L'élaboration de la politique nationale de loisirs et son plan d'action traduisent une volonté manifeste des plus hautes autorités du Togo à faire du secteur des loisirs un levier de développement socio-économique du pays. Ceci en lien avec les objectifs visés dans l'axe 2 de la feuille de route gouvernementale 2025. La politique nationale des loisirs sera désormais d'une grande utilité dans la réalisation des objectifs globaux du développement durable, notamment les objectifs du millénaire pour le développement. Pour ce faire, elle est restée collée aux enjeux nationaux de l'heure pour énoncer les orientations stratégiques et les stratégies de développement des loisirs avec pour objectif clairement affiché de contribuer au mieux-être et à l'amélioration de la qualité de vie des populations togolaises à travers l'émergence des industries de loisirs et d'une véritable économie des loisirs. La présente rencontre a pour but de permettre aux différents acteurs concernés de s'approprier le contenu de ce outil et d'y apporter leurs amendements. Voilà, Jean, donc deuxième sujet évoqué ce soir en bref, c'est le championnat national de football de première division, dernière journée jouée. Oui, tout à fait. Donc hier, c'était la 14e journée. Elle a permis donc d'avoir les qualifiés pour les playoffs. Donc il s'agit donc de l'ASK et de ASCO dans la zone nord et puis dans la zone sud, AS Togoport et l'AS OTR. Notre équipe de reportage était donc à Kégué où elle a assisté au manque de lucidité du dynamique togolais qui a fait donc jeu égal avec l'AS Togoport, un but partout, alors qu'une victoire a mené donc le club des militaires au play-off. Et voilà, on note également que dans la zone de relégation, c'est Maranatha de Sopor au sud et Koraki qui retrouve la deuxième division. Merci beaucoup Jean Kofi Ededi. Se communiquer la situation sur le Covid-19 au Togo avant de refermer cette édition à ce jour, jeudi 17 juin 2021. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 682 avec 13 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 334, 10 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 221. Le nombre de décès est de 127. Communiqué et chiffres rendus publics par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Et ceci referme ce journal, quelque peu long, toutes nos excuses. Merci à vous qui nous suivez, et ce soir notamment à Tchamba. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.